Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ma série de vidéos sur les films qui ont marqué mes années 2010. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez voir en description, elle y est. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut démarrer cette deuxième partie. On revient dans la catégorie des films d'utilité publique avec un film mettant en lumière les galères du monde agricole en France, Au nom de la terre. Sorti le 25 septembre 2019, ce film nous fait suivre Pierre, qui est âgé de 25 ans en 1979 quand il reprend la ferme de son père et espère couler des jours heureux. 17 ans plus tard, Pierre connaît avec sa famille d'importantes dettes et s'épuise beaucoup dans son travail d'agriculteur gérant 2 élevages en même temps. Et malgré le soutien de sa femme Claire et de ses 2 enfants, il devient peu à peu très dépressif. Bien que j'appartiens pas au milieu agricole, j'ai toujours entendu parler de la misère du milieu agricole alors que c'est grâce à eux si nos assiettes sont remplies. Et ce film, qui est au passage le premier de Édouard Bergeon, est inspiré de son vécu de fils d'agriculteur. Ayant réalisé plusieurs documentaires sur l'agriculture en France, Édouard Bergeon raconte avec son film et le personnage de Pierre l'histoire de son père, Christian Bergeon, qui était un agriculteur et ayant connu les mêmes problèmes que le personnage de son film, et qui s'est suicidé en 1999 alors que Édouard Bergeon avait 16 ans. Le scénario est vraiment intense, on nous montre la chute d'un homme profondément attaché à son métier mais en proie à plusieurs problèmes ou déconvenus malgré son envie de s'en tirer et l'amenant à perdre sa motivation, entraînant presque sa famille dans sa mélancolie. La mise en scène est également un point fort de ce film. Au nom de la terre nous dévoile l'injustice auquel les paysans sont confrontés malgré leur travail accompli. On regarde les magouilles des entreprises leur faisant des fausses promesses et l'impact que cela cause. Comme par exemple du matériel qui déconne, de la bouffe de mauvaise qualité pour les bestiaux, ou encore le non-respect des contrats qui touchent durement les finances des agriculteurs. Et le casting est absolument grandiose. Guillaume Canet incarne de façon complètement habitée le personnage de Pierre. L'acteur est très connu pour soutenir profondément le monde agricole, car son père était éleveur de chevaux dans les Yvelines, et à mon avis, le tournage de ce film a dû être riche en émotions pour lui. Le reste du casting est aussi formidable, que ce soit Verne Bettens dans le rôle de Claire, sa femme, ou bien le futur grand acteur Anthony Bajon dans le rôle très poignant de Thomas, le fils de Pierre. Ils sont tous les deux absolument grandioses. Au nom de la terre nous montre avec des plans de qualité et des paysages vraiment jolis l'envers du décor du monde de l'agriculture française avec cette triste histoire. Plus qu'un film, c'est un véritable signal d'alarme quand on sait que chaque jour, un agriculteur sur 5 se suicide. Donc si vous regardez ce film, vous aurez compris pourquoi je le considère comme un film d'utilité publique. En le regardant, votre regard sur le monde agricole changera complètement. Pour le prochain film, je vais vous parler d'une de mes attentes françaises de 2019 et qui parle du sujet très délicat de l'église et la pédophilie, à savoir Grâce à Dieu. Dans ce film, nous suivons Alexandre, un banquier de 40 ans vivant à Lyon avec sa femme et ses 5 enfants. Un jour, il découvre que le prêtre qui a abusé de lui quand il était scout exerce toujours auprès des enfants. Choqué par sa découverte, il va réunir d'autres victimes de ce prêtre et créer l'association La Parole Délivrée afin de dénoncer la pédophilie que cache l'Église et interdire à celui qui a abusé de lui et des autres victimes d'exercer pour de bon. N'étant pas du tout porté sur la religion, j'étais néanmoins content qu'il y ait un film qui ose parler d'un sujet aussi grave qui entache la religion catholique. Et pourtant ce film a failli être interdit de diffusion. Quelques jours avant sa sortie en salle le 20 février 2019, le cardinal Philippe Barbarin, qui fut condamné à 6 mois de prison pour non-dénonciation d'abus sexuels, et Régine Maire, responsable d'une cellule du diocèse de Lyon, ont souhaité que le film soit revu pour effacer les bandes sonores dans lesquelles leurs noms sont cités, et carrément interdire le film de diffusion. Sauf que le tribunal de grande instance de Lyon a refusé leur demande, et François Ozon, le réalisateur, a déclaré que ce film ne cherche pas à diaboliser la religion chrétienne, mais plutôt à dénoncer le silence sur les actes pédophiles, et je suis exactement du même avis que lui. Ce film montre à quel point il est très difficile de dévoiler au public les actes de pédophilie quand le coupable est respecté dans sa religion, et que le combat pour faire éclater la vérité peut avoir de grosses conséquences sur sa vie personnelle. La mise en scène joue beaucoup sur la façon dont le camp des victimes et de l'église s'organisent pour se défendre chacun de leur côté, et nous montre que même des années après,
Ces actes ont beaucoup affecté certaines victimes et même leur foi envers Dieu. En plus de cela, grâce à Dieu casse l'idée que ce film veut diaboliser la religion catholique en incluant des personnages de l'ordre religieux soutenant pleinement les victimes dans leur combat. D'ailleurs, le film a été très bien reçu par les religieux, que ce soit des prêtres, des sœurs ou autres, beaucoup ont validé ce film. Grâce à Dieu est un film très utile pour parler d'un fléau qui affecte une religion pratiquée depuis des siècles en France et qui amène de terribles préjugés envers elle, mais ne cherche aucunement à diaboliser ses pratiquants ainsi que leurs représentants. À l'instar de Au nom de la Terre, c'est un signal d'alarme. Et hop, changement de registre, maintenant je parle de films musicaux et je vais attaquer avec mon biopic de rap préféré parce que je l'ai vu une dizaine de fois depuis qu'il est sorti en septembre 2015, NWA Straight Outta Compton. Ce film nous raconte l'histoire du groupe de rap américain NWA, composé de Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, DJ Yella et MC Ren, de sa formation en 1986 jusqu'à la mort de Eazy du sida en 1995 à l'âge de 31 ans. Nous assisterons à leur début et à leur triomphe avec l'album Straight Outta Compton ainsi qu'au projet solo des différents membres suite à des tensions internes à propos de leur contrat. J'attendais beaucoup ce film à l'époque car j'ai beaucoup grandi dans le rap et que ce soit dans le rap français ou américain, je fais partie des nostalgiques du rap des années 90 et 2000. Et si vous voulez connaître mes rappeurs préférés, en français ça donne Cynic, Sefiu, Psychiatre de la Rime, IAM et Kenny Arcana, et dans le rap US ça donne Tupac, Notorious Big, The Game, Eminem, Young Jeezy et Nas. NWA Straight Outta Compton a été le succès surprise de 2015 à la fois aux États-Unis et en France. Et ce succès est foutrement mérité. Le scénario est absolument bien écrit. On aurait pu croire que ce film allait être des clichés du style les rappeurs sont super cons, ça respecte pas les meufs, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Le fait qu'il y ait une femme chargée d'écrire dans le scénario avec des mecs et que l'ex-femme de Eazy ait été à la production montre que c'était super bien maîtrisé. L'histoire est très passionnante et les dialogues sont souvent très intéressants pour montrer la progression des personnages dans le monde de la musique. On sent vraiment que les scénaristes se sont donnés à fond pour rendre le meilleur hommage possible envers NWA. La mise en scène est vraiment cool, on est vraiment propulsé dans les années 80 avec les bagnoles, les décors et les fringues de l'époque. On nous montre une fois de plus l'évolution de la carrière du groupe NWA, la construction de leurs singles, leurs concerts dont les scènes donnent l'impression d'être dans le public, ainsi que les engueulades et les projets solos de Dr. Dre et Ice Cube. Et bien sûr l'influence qu'aura NWA envers le rap et le gangsta rap plus particulièrement. On ne nous cache pas non plus les personnalités parfois difficiles de certains membres du groupe ou de leur entourage. Notamment avec le producteur Suge Knight qui fondera avec Dr. Dre le label Death Row Records. Le tout réuni dans un enchaînement de plans bien travaillés avec une bande-son absolument énorme. Et en plus, les acteurs sont tous nickel dans ce film. L'intégralité des acteurs jouant chaque membre du groupe est concentrée. Mention spéciale pour Jason Mitchell qui ressuscite durant les 2h25 de film Eazy-E. Sa performance est juste hallucinante. Autre mention spéciale, Oshie Jackson Jr., qui incarne son père Ice Cube. Faut savoir que ce dernier ne voulait pas à la base que son fils soit dans le casting, craignant que ça fasse de la pub du style Ice Cube recrute sa famille dans le film. Alors qu'en fait son fils a beaucoup insisté pour jouer dans ce film, et il a bien fait car son jeu est vraiment impressionnant. NWA Straight Outta Compton est un véritable hommage envers ce groupe archi connu du gangsta rap et est souvent considéré comme les fondateurs de ce mouvement. C'est à la fois un hommage envers un genre musical et envers des artistes ayant marqué à jamais le monde du rap. Changement total de registre avec un film qui m'a tout de suite fait adorer le réalisateur Damien Chazelle, Whiplash. Dans ce film, nous suivons Andrew, 19 piges passionné de batterie et de jazz qui rêve de devenir un futur héritier du célèbre Buddy Rich. Mais la concurrence au conservatoire de Manhattan est très rude. À force de s'entraîner, il attire l'attention de Terence Fletcher, un professeur hyper pointilleux avec un caractère terrible. À force de coups de pression de taré de sa part, Andrew va avoir pour seul objectif la quête du jeu de batterie parfait. Il était très difficile de choisir parmi les films de Damien Chazelle. Que ce soit Whiplash, La La Land ou First Man, je les aime tous autant, mais celui qui m'a mis une vraie baffe dans la tronche est à coup sûr Whiplash. Le film se focalise sur les personnages de Andrew et Terence. Tous les deux ont des caractères très différents et vont tenter de se défier durant tout le film.
Et quand je dis qu'ils sont hyper différents, c'est pas des conneries. D'un côté, il y a Andrew, le jeune passionné très posé et tout gentil, et de l'autre, il y a Terence Fletcher, un prof ultra respecté mais qui se comporte comme un énorme connard sans filtre avec ce petit nouveau. Cette rivalité nous captive durant tout ce film, et la mise en scène est vraiment irréprochable. Mais il y a aussi la bande-son qui est vraiment à tomber. Moi qui suis pas un grand amateur de jazz, j'ai été époustouflé par n'importe quelle séquence musicale, dont la musique est justement incroyable, à la fois puissante et mélodique. Je n'ai rien à rajouter de plus, si ce n'est que Whiplash est un poignant hommage envers la musique jazz et qu'il faut absolument le voir. Vraiment, regardez-le, c'est vraiment hallucinant. Allez hop, on rechange de registre avec les films d'animation et je commence avec le Disney que j'ai le plus aimé de la décennie, à savoir Zootopie. Dans ce film, nous suivons Judy Hopps, une jeune lapine quittant la ferme familiale pour intégrer la police de Zootopie. Là-bas, elle fait la connaissance de Nick, un renard vivant de divers magouilles et la narguant en permanence. Tous les deux, bien que menant des vies très différentes, vont se retrouver à enquêter sur la disparition d'animaux carnivores qui mettra beaucoup de désordre dans la ville entre herbivores et carnivores. Disney et les animaux, c'est une vieille histoire d'amour, on va pas se le cacher, et le fait qu'ils fassent maintenant que de l'animation sur ordinateur ne les ont pas gênés pour continuer. Preuve avec ce fabuleux film. Dans Zootopie, on est dans un univers absolument fascinant où se mélangent toutes les espèces animales et certaines ont des quartiers bien spécifiques à leur espèce, et c'est vraiment impressionnant à voir. Possédant beaucoup d'humour, Zootopie possède comme tout bon Disney un aspect moralisateur et dénonciateur. Et dans ce film, avec cette histoire de disparition de carnivores et de tension entre eux et les herbivores, la dénonciation du racisme est plus qu'évidente et formidablement bien utilisée. Je ne peux que recommander ce désormais classique de Disney aux enfants et aussi aux adultes car comme certains le disent, on n'est jamais trop vieux pour un Disney. Surtout si ce film contient des thèmes ancrés dans la réalité comme celui-ci. Passons à Pixar avec pour commencer deux suites d'une série de films qui me suit depuis que je suis petit, à savoir les Toy Story, et je parle de Toy Story 3 sorti en 2010 et de Toy Story 4 sorti en 2019. Dans Toy Story 3, Andy a 17 ans et va à l'université, et les jouets ont vite compris qu'il va se séparer d'eux pour de bon, et Woody et Buzz vont tenter de gérer la panique de certains. Tous les jouets seront amenés dans la garderie Sunnyside où ils seront accueillis par Lotso, un ours en peluche en apparence hyper cool, mais qui se révèle avoir transformé l'ambiance de Sunnyside en prison, dans lequel tous les jouets sont surveillés par ses sbires. Les anciens jouets d'Andy vont alors tout faire pour se barrer de Sunnyside. Quant à Toy Story 4, nous retrouvons les jouets, mais chez la petite Molly à qui Andy a fini par confier ses jouets. Oh merde, j'ai spoilé Toy Story 3. Excusez-moi. Et toute sa bande vont devoir accueillir un jouet fabriqué de toutes pièces à partir de divers petits objets au comportement très étrange. Quant à Woody, il va revoir quelqu'un qui comptait vraiment à ses yeux. De toutes les séries de films que j'ai vus, les Toy Story font partie de ceux dont je me lasserai jamais. J'avais 3 ans quand j'ai vu le premier Toy Story en 96. C'était le premier souvenir de cinéma de ma vie. Depuis, j'ai vu le reste. Je connais par cœur les répliques du 2 tellement je l'ai poncé sur VHS. Et les deux derniers que j'ai vus respectivement à 17 et 26 ans, je les ai revus plusieurs fois par la suite. Toy Story 3 est absolument fabuleux dans son histoire, son humour et sur sa moralité sur le fait d'accepter le passage à l'âge adulte de quelqu'un qu'on connaît depuis des années. À travers les personnages de Woody mais aussi de son grand ami Buzz et des autres jouets, ayant pas vraiment vu les années passées, ils vont devoir apprendre à tourner la page avec Andy et c'est un moment très fort à suivre. Toy Story 4 est tout aussi poignant dans son histoire qui évoque possiblement avec le personnage de Fourchette le handicap, mais aussi l'amitié et la parentalité. Et ce qu'il y a de bien avec les Toy Story, c'est qu'ils nous font suivre aussi l'évolution technique à travers chaque film. En fait, de tous les films d'animation à suivre, les Toy Story sont excellents pour suivre l'évolution technique à travers les années. Je ne vous recommande pas seulement ces deux films, mais l'intégralité de la saga, car ces films peuvent marquer aussi bien les enfants que les adultes, de par leurs histoires et leurs sujets abordés. Autre Pixar qui a remporté un succès profondément mérité en 2015, Vice Versa.
Dans ce film, on suit les émotions de Riley, une fillette de 10 ans dont la vie est chamboulée lorsqu'elle quitte le Minnesota qu'elle a toujours connu pour San Francisco. C'est une nouvelle vie et elle se sent mal, et dans sa tête, ses différentes émotions, joie, colère, peur, tristesse et dégoût, sont aussi déboussolées qu'elle. Intelligence est le mot qui définit le mieux ce film. Pénétrer dans notre cerveau se révèle fascinant avec vice-versa. Les scénaristes se sont donnés à fond pour imaginer son fonctionnement et l'impact de nos émotions sur notre vie. Et c'est ce qui marche durant tout ce Pixar. Ce film montre comment se construit l'esprit d'un enfant en cas d'événement important dans sa vie, et le fait que cet enfant grandit. Je me souviens qu'à chaque fois que j'allais voir ce film en salle, il y avait beaucoup d'adultes et d'adolescents qui étaient présents, et très peu de gosses, car disons que l'histoire est pas forcément simple à leur expliquer. C'est dommage que Pixar n'ait pas prévu de suite parlant des émotions durant l'adolescence, mais d'un autre côté, vice-versa en lui-même est largement suffisant. Je préfère rien dire de plus à part, regardez-le, absolument même. Et c'est la fin de cette deuxième partie des films qui ont fait mes années 2010. Vous connaissez la chanson, on va se retrouver, je l'espère, bientôt pour la troisième partie. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça fait plaisir. Allez, ciao!